What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Hello, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits, le podcast d'une journaliste française qui n'aurait jamais imaginé se sentir un jour chez elle à Los Angeles. Pourquoi ? Plein de choses, entre autres parce que cette ville est un spectacle permanent, pour le meilleur et pour le pire. Je dis pour le pire parce qu'il m'arrive d'avoir peur à Los Angeles. Et je ne parle pas que des tremblements de terre et des hurlements des coyotes qu'on entend parfois entre chiens et loups. Ici, ça ne perturbe pas grand monde. On s'y habitue. Show must go on. Au contraire, la peur, comme tout le reste, est un show dans la ville qui est au cœur de l'industrie du divertissement. Même si le tout premier film d'horreur vient de chez nous, grâce à Georges Méliès et son Manoir du Diable, sorti en 1896, Hollywood a su explorer depuis le genre avec brio. Du premier Nosferatu des années 20, qui a été remis au goût du jour par Lily Rose Depp récemment, à Frankenstein, l'adaptation du chef-d'œuvre de Mary Shelley, en passant par Dracula, le fantôme de l'opéra et plein d'autres. L'horreur a tellement d'adeptes que les studios en ont assez vite fait des tonnes. Dès les années 60, Universal s'est lancé au bulldozer dans le marketing de sa gamme de monstres, avec pléthore de costumes d'Halloween sous licence, des maquettes, des romans de poche, des manuels de maquillage, des écussons pour t-shirts, des affiches et des cartes à collectionner. Mais il n'y a pas que le cinéma et le marketing. Dans la ville du spectacle, il y en a énormément qui célèbrent ou titillent la peur. Encore plus à l'approche d'Halloween. J'en ai d'ailleurs malheureusement manqué un cette année, qui avait vraiment l'air hors du commun et qui n'a duré que quelques semaines. Intitulé Cortège, il est décrit par ses créateurs comme un rituel, entre spectacle vivant et technologie de pointe. Il allie des mythes païens et des musiques traditionnelles, avec des performances de drones, de robots et d'humains. Ça m'aurait trop plu de participer à cette expérience théâtrale, musicale et muette, dont le but est de marquer la fin d'une époque et d'honorer le renouveau. Parce que oui, au-delà de la joie des costumes et des frissons, il y a quelque chose d'ancestral dans l'idée de fêter ce basculement vers une autre saison au lendemain de l'équinoxe d'automne. Petite pause rappel historique. Il y a 2000 ans, les Celtes célébraient aussi le passage de la lumière à l'ombre le 1er novembre. Costumés ou masqués, ils jetaient les os du bétail qu'ils avaient préparé en réserve pour les mois froids dans un grand feu de joie. L'occasion aussi de mitonner un banquet communal pour les vivants et pour les morts. Bien sûr, les chrétiens sont arrivés et ont incorporé cette tradition d'honorer ceux qui sont partis à ce qui est devenu la Toussaint. Mais certaines traditions païennes ont persisté, au-delà de la récupération religieuse. Et c'est comme ça que les immigrants irlandais ont participé à créer Halloween au XIXe siècle, dans leur pays d'adoption, les États-Unis. Et s'il y a une ville dans ce pays dans laquelle cette fête prend tout son sens, c'est Los Angeles. Même les cimetières sont glamour ici, avec leurs palmiers, leurs loges maçonniques et surtout leur liste sans fin de tombes de célébrités. Les angelinos et les touristes s'y mélangent pour embrasser la tombe de Marilyn Monroe ou pour pique-niquer en regardant les films projetés au Hollywood Forever Cemetery. Oui, à Los Angeles, on regarde des films partout, même dans les cimetières. Ici, il y a tellement de façons dont nos peurs universelles rencontrent le sens du spectacle. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. Vous êtes prêts ? C'est parti. Chaque ville a ses sons, ses bruits, ses tapages, ses bourdonnements et ses sirènes. Et quand on emménage dans un nouveau pays, on n'imagine pas toujours qu'il va falloir s'habituer à ce nouveau paysage sonore. Surtout dans les moments où on les entend le plus, comme la nuit, allongée dans notre tête-à-tête avec le plafond, à attendre le sommeil. Pendant 2 ans, j'ai habité près de Downtown LA, pas loin des tours gigantesques qui trônent aujourd'hui sur ce qui a été, il y a plus de 200 ans, le centre historique de Los Angeles. Je vous le disais dans l'épisode sur l'immobilier, les murs ici sont souvent très fins. Ils vibrent fort quand une voiture passe dans la rue avec ses basses poussées au max. Et quand elles sont tunées et que le pot d'échappement pétarade en pleine nuit, je sursaute parfois en me demandant si ce que je viens d'entendre est un pétard ou un coup de feu. Surtout à proximité de Downtown LA. Alors oui, vous allez me dire, il est loin le temps de la ruée vers l'or. Mais parfois, je me dis qu'ici,
ça reste le Far West. Les gangs ont remplacé les cow-boys et ils sont tout ce qu'il y a de plus réel. Dans cet ancien appartement, j'ai par exemple déjà assisté de ma fenêtre à une scène ultra violente d'un groupe qui extirpait un homme de sa voiture avant de le maintenir au sol avec une clé de nuque pour l'insulter. Ne me demandez pas comment ça s'est fini, je ne suis pas restée à la fenêtre pour ne pas être vue. Des choses comme ça, il s'en passe tous les jours ici. Même si, heureusement, on ne les voit pas souvent de nos yeux, tellement la ville est immense. Et puis, comme dans toutes les grandes métropoles, il y a les faits divers qui jalonnent l'histoire de Los Angeles depuis toujours. Si vous avez vu le film L'échange de Clint Eastwood, vous avez peut-être déjà entendu parler des meurtres du poulailler de Wineville qui ont terrorisé la population dans les années 20. Et c'est à cette même époque, en 1924, que sortait de terre le très célèbre Cecil Hotel, au cœur de Downtown LA. Il est devenu célèbre ces 100 dernières années pour la quantité incroyable de meurtres, suicides et autres décès inexpliqués qui y ont eu lieu. On dit que Elizabeth Schwartz, la victime de la célèbre affaire du Dahlia noir, y a passé quelques nuits. Et surtout, des serial killers y ont séjourné, comme le célèbre Richard Ramirez, que vous connaissez peut-être sous le doux surnom de The Night Stalker, si vous êtes branché True Crime. En 2021, Netflix, jamais en reste pour flairer les bons filons, a sorti un documentaire sur le meurtre d'une étudiante canadienne dont le corps a été retrouvé en 2013 dans un réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel. Ça donne envie de prendre un bon petit bain. Pas vous? Mais pas sur place, puisque l'hôtel a été fermé pour rénovation après avoir été utilisé comme décor de la 5e saison de American Horror Story, la série de Ryan Murphy, dans laquelle Lady Gaga herself jouait le rôle de la comtesse maîtresse des lieux. À Los Angeles, les frontières sont décidément floues entre le réel et l'imaginaire quand il s'agit de l'horreur, surtout à l'époque d'Halloween. Est-ce que c'est pour apprivoiser leur peur que les Angelinos sont à fond sur cette fête? Pas seulement. Il y a quelques jours, à une crémaillère avec les copains, on a commencé à parler de costumes. Parmi nous, il y avait une productrice qui racontait qu'elle s'est déjà mise au travail il y a quelques semaines pour son costume et pour la décoration de sa maison. À tel point qu'elle a choisi de faire de plus longues journées de travail en septembre, en calant tous ses déjeuners, after-work et réunions possibles, quitte à faire des journées de 12 heures, dans le but de moins bosser en octobre pour pouvoir se consacrer pleinement à Halloween. Bien sûr, elle garde le secret de son costume jusqu'au jour J, où elle compte distribuer des bonbons aux enfants les plus téméraires de son quartier, enchaîner sur une parade avant de continuer la soirée avec nous. Oui, on est sur ce niveau de motivation. La copine à qui elle parlait poste elle aussi des photos de l'avancée de son projet costume sur les réseaux depuis 3 semaines. Et le grand gagnant du prix de la motivation, selon moi, c'est ce copain qui s'était déguisé en mur d'escalade il y a 2 ans. Alors oui, pour le côté flippant, on repassera. Mais il avait collé chaque prise du mur peinte à la main sur un carton lui-même. Du délire. Je n'ai jamais entendu ce genre de choses à une soirée parisienne ou lyonnaise. Bien sûr, j'ai 2 ou 3 copains branchés costumes. Coucou les sorcières de Malin. Mais jamais rien de cette ampleur. Pour Halloween en tout cas. Alors qu'ici, c'est le moment où tout le monde se lâche. C'est un peu leur carnaval de Rio à eux. En moins chaud bouillant et bien plus flippant. Et comme Los Angeles attire les gens les plus créatifs non seulement des US mais du monde, la compétition est là. La productrice dont je vous parlais, par exemple, vient d'Australie. Et elle ne célébrait pas particulièrement Halloween là-bas en grandissant. C'est seulement une fois arrivée ici qu'elle s'est enfin sentie au bon endroit pour laisser libre cours à sa créativité. Il faut dire qu'Halloween est partout. Cela fait déjà 3 semaines que des squelettes géants poussent comme des champignons dans les jardins des quartiers résidentiels. Certaines rues ont même changé la couleur de leur éclairage pour être dans le thème. Il y a au moins 6 parades qui sont prévues, des carnavals, des cirques ambulants, un labyrinthe masqué, la nuit des citrouilles, et bien sûr les événements des parcs d'attractions. La parade Halloween de Disney a par exemple attiré 30 000 personnes en 2023. Perso, ce que je préfère à Los Angeles à Halloween, ce sont les décorations dans le quartier victorien, où se situe la maison de la série Charmed. Les millennials auront la ref. Et s'il y a autant d'événements, c'est parce que beaucoup de communautés ont leur façon de célébrer cette période. Il y a les enfants du théâtre, qui sont venus tenter leur chance à Hollywood, qui aiment faire le show, encore plus s'ils ne sont pas acteurs, parce que c'est la nuit où ils peuvent jouer un rôle. Et puis les amateurs d'astronomie, d'astrologie, de spiritualité, de cristaux, qui célèbrent leurs rites païens à l'abri des alcôves. Les étudiants fêtards qui envahissent Hollywood Boulevard dans leurs costumes sexy ou terrifiants jusqu'au bout de la nuit.
Et surtout, tous les membres de la grande communauté latino-central-américaine de Los Angeles, qui célèbrent à leur façon Dia de los Muertos. Et ça va des ofrendas très privées dans les maisons des familles qui continuent à respecter la tradition, jusqu'aux défilés publics en extérieur dignes de ceux qu'on voit au Mexique. Une des plus célèbres célébrations de ce type a lieu à Olvera Street, où palpite le cœur historique de Los Angeles. Depuis près de 40 ans, ces commerçants célèbrent Dia de los Muertos pendant 9 jours. Et c'est vraiment un événement unique et représentatif des différentes identités de Los Angeles, avec à la fois des rituels natifs américains, précolombiens, aztèques, mayas et catholiques, tous liés à la mort et pratiqués avec autant de déférence que de joie, notamment lors d'une procession colorée et animée. Pour en parler, j'ai été à la rencontre de Sylvia Gribble, dont la famille fait partie de celles qui, depuis plusieurs générations, possèdent un stand pour vendre des produits mexicains sur Olvera Street. Je suis allée les retrouver. Hi Sylvia, thank you so much for Hello Sylvia, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe ici lors de la semaine de célébration de Dia de los Muertos? What can you tell us about this amazing event? C'est vraiment un moment de l'année que j'aime beaucoup. Tous les jours de la semaine, le soir, il y a un défilé qui descend et remonte Olvera Street vers la plaza de Los Angeles. L'idée, c'est de préserver les traditions mexicaines qui sont une énorme partie du patrimoine culturel de la ville. On honore ceux qui nous ont quittés. On célèbre les échoppes, bien sûr, qui vendent tout ce qu'il faut pour le faire dans le respect des traditions, en portant les tenues, les costumes et de quoi faire des ofrendas. Les ofrendas, ce sont les autels qu'on dédie à nos proches disparus. Les gens en ont généralement un petit chez eux, mais comme ici c'est un événement destiné à réunir les gens, il y a des ofrendas communautaires qui sont installées pendant cette période. Au fil des ans, on a aussi intégré les traditions d'autres communautés. Parce qu'Olvera Street n'est pas seulement un lieu touristique, c'est le cœur historique de Los Angeles, l'endroit où notre ville a été fondée quand les colons sont arrivés. Avant ça, il y avait les Tongva qui vivaient dans la région. Et c'était vraiment important pour nous qu'ils soient aussi représentés avec leurs traditions. Donc ils font partie de cette célébration. C'est l'occasion de se rappeler qu'il y a beaucoup de communautés qui cohabitent ici à Los Angeles. D'abord les Tongva, puis les Mexicains, quand la Californie est devenue mexicaine. Et puis il y a eu l'arrivée des protestants, les premiers immigrants ensuite venus de Chine, du Japon. D'ailleurs, Little Tokyo n'est pas loin d'ici. Et puis les Italiens, la communauté juive, etc. Nous nous réunissons tous au sein du Pueblo pour Dia de los Muertos. Dans notre culture, nous adhérons pleinement à l'idée que la mort fait partie de la vie, que nos disparus sont toujours avec nous. C'est donc une excellente occasion de célébrer l'amour et les liens qui nous unissent à nos familles et à la communauté. And so it's a really great opportunity to celebrate the love and connection we've had with our families. Il y a quelques années, j'ai assisté à la parade d'Olvera Street. Avant de commencer la procession, toutes les personnes présentes qui le souhaitaient pouvaient participer à un rituel traditionnel natif américain de purification. Et même si cela est peut-être difficile à imaginer, en arrivant devant cette femme qui a enveloppé ma silhouette de la fumée de sa sauge, en murmurant des paroles que je ne comprenais pas, j'ai ressenti quelque chose qui m'a vraiment touchée. Bien sûr, j'ai ensuite adoré suivre la procession au son de la musique mexicaine, en admirant le maquillage et les costumes de tous les participants au défilé. La déambulation s'achève sur la plaza avec un spectacle de calaveras, des figures squelettiques mexicaines qui chantent, dansent. Certains, échassiers masqués et encapés de dentelles, flottent dans un bal macabre et sublime de joie en même temps. D'un point de vue culturel et sociétal, une célébration comme celle-ci impacte la perception que l'on a de la mort. Et je pense que, même pour celles et ceux ici qui ne célèbrent pas Dia de los Muertos, le mélange des cultures et des traditions présentes dans la ville influence les Angelinos, qu'ils en aient conscience ou pas. J'ai récemment eu la chance de croiser par hasard une personne qui s'intéresse de près à cette question culturelle de la mort, et qui a une histoire très particulière. À peine majeure, cette personne a quitté le pays pour se rendre dans la ville où un proche venait de disparaître afin de vivre pleinement son deuil. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui choisit de mettre sa vie entre parenthèses pour se donner le temps d'accepter et de comprendre le bouleversement que représente la perte d'un être cher. Je trouve ce parcours fascinant, non seulement parce que c'est à Los Angeles que j'ai fait la rencontre d'une personne prête à tout quitter pour partir à 10 000 km
commencé des études de sociologie et de religion pour enquêter sur le deuil comme pratique ancestrale et partie intégrante de l'expérience humaine, mais aussi parce qu'au cours de cet échange, j'ai réalisé que, comme cette personne, je connaissais moi aussi quelqu'un qui, pour des raisons personnelles, a choisi de se former pour devenir une doula de fin de vie. Ce métier est assez récent dans notre histoire, sa formalisation en tout cas, même si de nombreuses cultures ont chacune géré à leur façon la mort pendant des millénaires, ce genre de pratique n'a plus sa place dans notre monde moderne. Jusqu'à ce fameux jour de 2003, où un travailleur social en soins palliatifs à New York a décidé qu'il fallait une pratique et l'a nommée ainsi. Les doulas de fin de vie sont des personnes qui, souvent à côté de leur profession, proposent un soutien holistique et non médical aux personnes et aux familles pendant la dernière étape de la vie. J'ai donc demandé à mon amie, Kendall, de me raconter comment elle en était venue à se former à cette pratique et ce que cela représente pour elle. Hello. Yeah, so I became interested and heard about death doula work. J'ai commencé à m'intéresser au travail de doula de fin de vie lorsque j'ai rejoint mon premier groupe de soutien pour personnes en deuil. Quelqu'un dans le groupe avait parlé du travail de doula de fin de vie et je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement de la mort, c'est-à-dire à aider les personnes en fin de vie, leurs familles et leurs proches, à faire la transition entre la vie et la mort. Mais la personne qui est vraiment au centre de la démarche, c'est la personne en fin de vie. J'ai toujours trouvé ça super intéressant. Et ça m'a parlé parce que j'étais en recherche aussi d'informations pour m'aider à gérer mon deuil, pour guérir. J'ai réalisé que j'étais vraiment intéressée par ce concept de mort apaisée par opposition à une mort qui ne le serait pas. J'ai l'impression que mon père a eu une fin paisible et que ça a été vraiment l'opposé pour ma mère. Ce rôle de doula de fin de vie a vraiment fait écho à une grande partie de moi qui pense pouvoir peut-être aider d'autres personnes à avoir une meilleure expérience. Je voulais me confronter à toutes les questions que ce moment soulève en amont, avant d'être confrontée à la fin de ma vie. Je pense que cette préparation peut vraiment changer notre ressenti pour le meilleur. Parce que si le vécu de ma mère a été aussi difficile, c'est parce qu'il y avait un refus de sa part d'accepter ce qui lui arrivait. Et puis, il y a le fait que le secteur funéraire et mortuaire a tendance à profiter des gens. En tout cas, ça a été mon expérience. Et je voulais aider les gens pour qu'ils n'aient pas à affronter ça. C'est dur à expliquer, mais je me suis vraiment sentie manipulée. Donc voilà, en gros, mon intérêt pour le sujet est né de mon expérience. J'étais vraiment curieuse de connaître toutes les choses qu'il y a à savoir pour m'aider à me préparer, moi et mes proches, à un départ plus apaisé. Pendant la formation, nous avons en quelque sorte parcouru l'histoire de la mort aux États-Unis et dans le monde. On a mené une réflexion sur ce qu'est la mort, à quoi ressemble la mort dans différentes cultures. C'était vraiment intéressant. On a aussi beaucoup parlé de choses comme l'embaumement, l'enterrement par opposition à la crémation, ce genre de choses. Toutes les méthodes de disparition des corps. Et surtout, ce qu'être doula de la mort implique. Par exemple, de pouvoir aider le mourant à élaborer un plan, comme un plan de mort. Le mettre sur papier, en discuter avec lui ou avec elle. L'aider aussi à préparer la suite, l'après son départ. Enregistrer des messages vidéo, par exemple. Créer des albums photos. Organiser des tête-à-tête avec les gens avec qui ils aimeraient parler avant de partir. Régler tout ce qui doit l'être, pour ne rien laisser d'inachevé et éviter les regrets. Parce qu'on a tous envie de laisser quelque chose derrière nous, d'être remémoré d'une certaine façon. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et puis le processus de mort, proprement dit, être au chevet de la personne pendant son départ, ou bien avant cela, aller la voir régulièrement et travailler avec les membres de la famille qui peuvent être en difficulté ou avoir besoin d'aide. Il existe également une nouvelle loi en Californie qui autorise la pratique de ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Et c'est vraiment une bonne chose, car cela permet essentiellement aux personnes atteintes d'une maladie en phase terminale qui souhaitent mourir dans la dignité de pouvoir le faire à leur façon et de mettre fin à leur jour avant que la maladie ne les emporte. Ils savent déjà qu'ils vont mourir, mais ils gardent le contrôle en décidant en quelque sorte quand et comment cela se produira. Et cela peut être une très belle cérémonie. Je trouve ça vraiment cool. Après ça, pour ma part, maintenant que j'ai suivi la formation et appris toutes ces choses, je me suis rendu compte que je m'intéresse davantage au travail de deuil qu'au travail de mort. Le travail lié à la mort ne m'attirait pas autant. Ce n'est pas vraiment là où je veux passer mon temps, dans les hospices, les centres de rééducation et les hôpitaux, ce genre d'endroits. Je m'intéresse davantage à ce blocage qu'on peut avoir face à l'arrivée de la mort, qu'on soit le mourant ou un proche.
La gestion du deuil, par exemple. Je trouve le sujet très intéressant et trop peu exploré. Et c'est dommage parce que je pense vraiment que plus les gens sont confrontés à la mort de leur vivant, et mieux ils vivront la leur. C'est ça que j'ai compris. Et je veux continuer à apprendre. Comme ça, moi aussi, je me sentirai plus sereine. That's just something I feel like I'm learning. The more I learn about this, as I learn about it for myself. Même s'il a été formalisé à New York, je trouve que le concept de doula de fin de vie est très en phase avec une certaine perception des choses très présente en Californie. Une certaine idée de la positivité à toute épreuve. Un standard qui n'est pas toujours facile à atteindre, surtout d'un point de vue français. Ce choc culturel a honnêtement fait partie des plus difficiles à gérer pour moi à mon arrivée. Et il fera peut-être l'objet d'un épisode bientôt. Mais j'ai beaucoup appris depuis. Et honnêtement, je réalise ma chance de vivre dans une ville si cosmopolite, qui, si elle a ses défauts, m'expose aussi à autant de cultures et de représentations, particulièrement autour de sujets aussi importants que tabous, comme la mort. Voilà, c'est tout pour cet épisode de LA Portraits. Il est maintenant temps pour moi de filer me concocter un costume et ma propre célébration de ce moment qui approche et que, grâce à Los Angeles, je peux maintenant fêter différemment. J'adorerais savoir si vous aussi vous avez vos propres rituels pendant cette période. Venez les partager en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous l'avez aimé, partagez-le à vos potes, qu'ils soient plutôt Team Wednesday ou Team Hitchcock. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LA Portraits. D'ici là, prenez soin de vous dans ce monde absolument et irrévocablement terrifiant.